C'est bon? D'accord. Donc, c'est ça. Et ça, c'était juste la première séance. La première séance, vous m'avez pris en cours là. Donc, de façon générale, voilà tout ce qu'on avait dit. On a défini un peu le système d'exploitation, le rôle et tout ça. Et ici, sur ce schéma-là, vous voyez un peu tout ce que j'essayais de dire. Ici, vous voyez la partie supérieure, là, c'est utilisateur. Utilisateur ici qui se définit en deux parties, c'est-à-dire le groupe, c'est ça, le CLI. Le CLI, c'est quoi? Command Line Interface, c'est ça? Ici, l'application, dans l'application, c'est les applications, mais c'est l'application qui nous permet d'exploiter notre système d'exploitation, c'est ça? Donc, on a utilisateur, application. Application ici, ce sont les interfaces qu'on considère, c'est ça? Et il y a le système lui-même qui est là. Et le système même est posé sur quoi? Sur le matériel informatique. OK. Donc, et maintenant, on essaie d'expliquer. C'est bon? OK. On essaie d'expliquer tout ça ici dans l'architecture. C'est ça? On a dit, voilà. Dans l'architecture ici, on a dit qu'il y avait une couche. Le système d'exploitation est typiquement organisé en couches. Donc, il y a la couche supérieure qui est l'interface graphique, ici aussi qui peut être un CLI, il y a la couche centrale et puis la couche inférieure ou appelée la couche abstraite, c'est ça, le matériel. Abstrait, c'est tout ce qui serait physique ici, qui n'est pas logiciel, c'est ça, qu'on peut toucher. OK. Donc, on avait défini ça comme ça, de façon générale ici. Bon, ici, on parle de la structure du kernel, c'est ça. Ici, il faut comprendre que le kernel, c'est quoi? C'est le noyau. Donc, ici, on parle du... c'est le noyau. Le noyau ici, qui, qui a ces différentes fonctionnalités. Ici, c'est le input-output, c'est ça? Le processus entrée-sortie que nous avons ici. Donc, du coup, euh, dans l'espace utilisateur, c'est l'exécution, c'est ça? Exécution des processus. Et le kernel, c'est l'exécution du système d'exploitation, c'est-à-dire le bootloader même. Allô? Voilà, donc c'est ça. Donc, utilisateur, ici, dans la structure, ici, on a la structure utilisateur noyau. Donc, utilisateur, il exécute, pour ne pas dire, il lance des processus, c'est ça? Et ces processus sont exécutés au niveau du noyau. Ici, le noyau, c'est le centre même du système d'exploitation. C'est ça? Le noyau, comme son nom l'indique, c'est le centre même. C'est là que réside le chargeur du système d'exploitation, c'est-à-dire le boot là même, l'exécutable même, la partie exécutable même du système d'exploitation, c'est ça? Parce que le système d'exploitation, il peut faire 2,5 gigas, mais ce n'est pas les 2,5 gigas là qui sont exécutés au lancement du dit système, mais c'est tout juste un petit fichier, voilà. On se comprend jusque-là, ok. Et ce petit fichier là se trouve dans le noyau, et le noyau même qui lui-même est là. Mais le programme qui permet de lancer ce noyau-là se trouve dans le BIOS, le Basic Output Input System, précisément dans le MBS, c'est ça? Master Boot, c'est ça? Dans le Master Boot. OK. Donc, une fois toutes les vérifications que nous allons voir tout à l'heure effectuées, une fois on a le contrôle, comment on appelle ça? On a le contrôle, ce petit fichier-là qui se trouve sur le BIOS est chargé dans la mémoire RAM afin de pouvoir exécuter le système d'exploitation. C'est ça? Donc, on continue ici. On a déjà parlé, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. L'interface utilisateur qui était définie qui était composée de deux parties. C'est ça? Il y a l'interface homme-machine. Ici, interface utilisateur ou interface homme-machine, c'est ça? Était le shell, coquille, tout ça, c'est-à-dire le GUI. Ici, nous, on va dire GUI et puis CLI. Donc, Graphical User Interface, qui est typiquement graphique, on sait ce que c'est qu'une interface graphique. C'est un ensemble de boutons, de fenêtres et tout ça qui facilite l'utilisation d'une application, c'est ça? Donc, tout ce qui est bouton, tout ce qui est fenêtre, tout ce qui est champ de saisie,
En tout cas, tout ce qui est lisible de façon graphique qui permettrait à, à faciliter l'utilisation d'une application. Donc, c'est ça l'interface. Et maintenant, le CLI, c'est la command line qu'on sait tous ouvrir ici, le shell, le CMD. Donc, voici les deux façons qu'on peut utiliser un système d'exploitation. Donc, ici, on avait déjà parlé de ça. De façon générale, c'est ce qu'il faut retenir pour euh, la première séance. OK. Donc ici, voilà. Maintenant, pour la deuxième séance, pour aller un peu plus vite, pour la deuxième séance, on avait déjà, OK. La deuxième séance, c'était le démarrage. Oui, OK. C'était le démarrage d'un PC. Je sais que vous ne voyez plus l'écran, c'est ça? Vous voyez le processus de démarrage là? OK. C'est quoi? On a écrit quoi? Mhm. OK. Donc ici, de façon générale, on a pris l'exemple d'un PC, hein, mais c'est d'un ordinateur de façon générale. Donc, le processus de démarrage d'un PC, c'est quoi? C'est l'étape qui est écoulée entre la mise sous tension, c'est-à-dire le fait d'appuyer sur le bouton d'allumage, jusqu'à avoir cet écran, l'interface là ici, c'est-à-dire le bureau là ici, c'est ça? Appuyer sur la touche jusqu'à avoir un truc là comme ça. C'est ça le processus de démarrage d'un PC. Et cela peut être subdivisé en quatre grandes parties. La première partie, c'est la mise sous tension. La mise sous tension qui consiste tout simplement à appuyer sur le bouton d'allumage, c'est ça? Donc, on appuie le bouton d'allumage. La première étape s'arrête là. OK. La deuxième étape, qui est physique encore, c'est ça? Qui consiste ici à faire quoi? Le poste, comme son nom l'indique, Power on Self-Test. Donc, ça veut dire quoi? Vérification soumise, lors de la mise sous tension. Si on veut faire une traduction littérale, power, c'est le pouvoir, l'alimentation. On self, c'est-à-dire le test se fait sur soi-même. Donc, chaque équipement est vérifié. C'est ça? OK. Donc, l'étape du processus de démarrage est appelé post ou test de mise sous tension, c'est ça, est entièrement opérationnel et capable de poursuivre la séquence de démarrage. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans cette étape, l'étape qui suit bien sûr, la mise sous tension consiste à vérifier d'abord l'intégrité de tout le matériel qui contribuerait, comment on appelle ça, au démarrage du disque système, c'est-à-dire le disque dur, la mémoire RAM, tout le matériel. Et ici, si vous avez bien compris ce que nous avons dit précédemment, cette étape, cette étape correspond à quelle partie de l'architecture d'un système d'exploitation? Nous sommes où? On a dit que l'architecture, c'était trois, ça pouvait être divisé en trois parties là. Il y a la partie supérieure, la partie centrale et la partie inférieure. Ici, nous sommes où? Et pourquoi? Non, on n'a pas encore démarré, c'est le processus, on n'a pas encore démarré le système d'exploitation, on n'a même pas encore accès au système. Donc, nous sommes où? Jamais. Si c'est trois parties, si ce n'est pas la première partie, ce n'est pas la deuxième, c'est laquelle? Non, ici, il faut voir. Je reprends. La première partie, c'est quoi?
dans le système d'exploitation, la première partie, c'est l'interface. C'est ça? Donc, on parle de première partie. Ça, c'est déjà qu'on est dans la première partie, c'est que le système est prêt à être exploité. Ou bien, ou du moins, on est en train d'exploiter le système déjà. Mais si on n'a même pas encore accès au système d'exploitation, on est à l'intérieur de la. Bien sûr, c'est la partie inférieure. Ici, on quitte le bas pour remonter. Est-ce que vous voyez? C'est une pyramide renversée ici. Donc, on quitte le bas, c'est-à-dire le courant vient dans la plaquette d'abord. Et la plaquette, on vérifie que le courant est passé. Ici, la première, une fois l'alimentation est passée, c'est-à-dire quand vous branchez l'ordinateur, ça est sur les secteurs, quand vous appuyez sur le bouton, s'il y a n'importe quel voyant, ça veut dire que le courant passe déjà dans la plaquette. Nous sommes où? Nous sommes encore en bas. En bas, c'est quoi? Dans la partie inférieure. Il faut toujours retenir quelque chose que la partie la plus proche de l'utilisateur, c'est l'interface. Et c'est la partie toujours quoi, supérieure. Tout le reste, c'est en bas. C'est dans la même chose que quand on parle comment on appelle ça? De tout ce qui est, de tout ce qui est série informatique. La partie la plus basse, c'est la partie qui est toujours proche même comment on appelle, de tout ce qui est série hardware, tu vois. On quitte le hardware, on vient sur les systèmes d'exploitation, on quitte le système d'exploitation, on vient maintenant sur les applications pour pouvoir utiliser le système d'exploitation. Donc, quand on descend, en fait, quand on part du haut vers le bas, souvent ça trompe, on se dit quoi? Pour utiliser le système d'exploitation, il faut qu'il soit prêt. Voilà. Donc ici, dans le poste, nous trouvons dans la partie matérielle. On a même dit qu'on vérifie le matériel. Qu'est-ce qu'il est, il est conçu pour garantir que tout le matériel interne de l'ordinateur est entièrement opérationnel et capable de poursuivre la séquence de démarrage. Donc, nous sommes dans la partie inférieure de l'architecture du système informatique, c'est ça? Et cette opération consiste à faire quoi de façon générale? Elle consiste à initialiser tout le matériel informatique ici. Initialiser, ça veut dire quoi? C'est comme si, pour faire plus simple, on fait passer le courant, hein, puisque tout compte fait, tout ce qui est matériel en bas là-bas, ce sont des signaux binaires. C'est le courant qui se transforme en signaux binaires là-bas pour pouvoir fonctionner entre les différentes étapes. Ça, on ne va pas revenir sur ça parce qu'on a déjà fait le cours d'architecture. C'est pour cela que vous faites le cours d'architecture avant de venir ici. C'est ça? Donc, il y a le courant qui passe dans la plaquette. Donc, le courant passe dans la plaquette, ça c'est déjà l'allumage. Une fois le courant passe dans la plaquette, l'allumage est terminé, on a déjà mis notre équipement sous tension. On passe à la deuxième étape. La deuxième étape qui va consister à initialiser tous ces équipements d'abord. Initialiser, ça veut dire quoi? C'est comme si on les réveille. Est-ce que tu me comprends? On réveille la RAM, le courant passe dedans, on réveille la RAM pour voir, oui, est-ce que la RAM, l'ordinateur a une RAM? Oui, il y a de la RAM. Est-ce que la RAM est suffisante? Ok, c'est suffisant. Est-ce que la RAM est bonne? Ok, c'est bon. La RAM peut supporter, comment on appelle, vous me suivez? Est-ce que la RAM peut supporter, comment on appelle ça? Et ce programme-là qui sera exécuté. Donc, on vérifie, la RAM est intégrale, tout est bon. On passe au 10 dur. OK, le 10 dur est là. Oui, l'ordinateur a un 10 dur. Est-ce qu'il est bon? Tant, tant, tant. On passe au clavier. Est-ce que l'ordinateur a un clavier? OK, le clavier, c'est vrai, c'est secondaire, mais toujours est-il que c'est un input, non? On aura besoin, à un moment donné, pour utiliser le système d'exploitation, on aura besoin du clavier. Même si, à cette étape de la vérification, même si elle est secondaire, c'est ça? Je vais dire, je parle de la vérification du clavier. Donc, c'est vrai que c'est un diagnostic, c'est ça, en un mot. On diagnostique, on analyse, on fait un check-in sur tout le matériel. C'est ça. Tout ce que vous avez vu dans l'architecture de Neumann, là, tous les éléments là sont vérifiés. Le processeur, le disque dur, c'est-à-dire quoi, le CPU et le MP, avec, c'est-à-dire le input-output system aussi, le input-output, les périphériques d'entrée-sortie, tout ce qui serait connecté sur l'ordinateur à cet instant-là est vérifié. Tout ce qui est matériel. Ici, on ne parle pas de logiciel d'abord, on n'est même pas encore arrivé parce que pour parler de logiciel, il faut avoir un système d'exploitation. Ça, il faut que tu comprennes ça. Si on n'a pas de système d'exploitation, il n'y a pas de logiciel d'abord. C'est quand on a un système d'exploitation qui peut être exploité. Allô?
OK. Donc, ici, on est encore à l'intérieur de la machine. On a vérifié tout, tout est bon. S'il y a des erreurs, forcément, la machine va nous donner l'erreur. En général, les erreurs sont énumérées comme suite. Ça peut être quoi? Ça peut être des erreurs qui vont s'afficher, c'est-à-dire de façon graphique, comme ça peut être des bips selon. Si on prend l'exemple, et chaque machine a son code de bip sonore, c'est-à-dire quoi? Si c'est la RAM qui est défaillante, il y a un type de bip, ça peut être un bip un peu long qui va se répéter deux ou trois fois. Et si c'est peut-être le disque dur qui n'est pas bon, non, au lieu de nous donner un bip sonore, on peut nous afficher dans le terminal ici que le disque est défaillant. On se comprend? De quoi? Ça, le bip sonore dépend des fabricants. Le bip sonore dépend pas du système d'exploitation. On n'est pas encore sur le système même. C'est-à-dire que c'est où nous sommes là. On ne sait même pas s'il y a un système sur la machine ou pas. Ce qui veut dire quoi? La première étape, la deuxième étape, même s'il n'y a pas de système d'exploitation, quand on met la machine sous tension, quand il y a une plaquette dedans, ça s'est fait. Si la machine est une 4, c'est-à-dire quand il dit plaquette, je parle de la 4 mètres. S'il y a une 4 mètres, parce que si on dit à 4 mètres, ça veut dire qu'il y a des RAM, il y a quoi? Il y a la RAM, bon, il peut y avoir plusieurs RAM. Il y a la RAM, il y a le processeur, il y a la mémoire ROM. Tu es d'accord avec moi? Donc, l'étape là peut être effectuée, même s'il n'y a pas de disque dur. Vous êtes d'accord? C'est après vérification qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de disque dur. Là, on va nous générer une erreur. Ça, c'est entre le matériel là-bas. Tout ça là, c'est physique d'abord. On est encore en bas. C'est bon? OK. Donc, après l'étape de vérification du matériel, s'il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire que si tout est bon, on passe à la troisième étape qui est la vérification. On dit quoi? La recherche, ici, on a mis trouver un périphérique de démarrage. C'est la recherche de périphérique de démarrage ou périphérique d'amorçage. Ici, le périphérique d'amorçage par défaut, là, dans un système informatique ici, précisément dans l'ordinateur, ça sera quoi? Le périphérique de démarrage par défaut, sur un ordinateur, sur un PC par exemple, ça sera quoi? C'est c'est quoi? Bien sûr, c'est le disque dur. Donc, le périphérique, c'est le support qui va contenir notre système d'exploitation proprement dit. Donc, ici, après la deuxième étape, l'étape qui suit, vous avez vu, une fois le matériel du PC initialisé et vérifié, donc ça veut dire quoi? Initialisé et vérifié, ça c'est quoi? Ça c'est le poste. Vous êtes d'accord avec moi? Donc une fois le matériel du PC initialisé et vérifié, c'est-à-dire quoi? C'est comme si on disait une fois le poste effectué, le PC peut charger le système d'exploitation. Donc ici, pour charger le système d'exploitation, on va bien sûr aller le chercher sur un support. Ici, c'est le support qu'on appelle périphérique de démarrage. Parce qu'on dit périphérique, pourquoi? Puisque ce disque dur peut être interne comme ne pas l'être. Donc ici, on l'appelle périphérique parce qu'il peut être interne comme s'il peut être rattaché à notre ordinateur. Tout qu'on fait, c'est un support. Ici, on va dire quoi? On peut dire quoi? Support de recherche de support de démarrage ou quelque chose comme ça. Juste, il faut comprendre par périphérique, c'est que c'est un support qui peut contenir notre système d'exploitation. Donc, une fois on a initialisé, c'est quand on fait passer le courant dedans, on essaie de voir l'intégrité, tout est bon, et puis on vérifie. On passe au chargement du système d'exploitation. Et le chargement du système d'exploitation, c'est fait comment? Pour cela, le processus de démarrage cherche la liste des périphériques de démarrage dans lequel de démarrage dans les réglages du BIOS. Pour cela, le BIOS joue les périphériques. Bon, pour expliquer ça plus simple, ça veut dire quoi? Que au préalable, il y a un ordre qui est classé, pour ne pas dire une priorité. C'est-à-dire quoi? Dans le BIOS, on peut mettre, supposons nous avons on va faire plus simple, on prend trois supports. Et ces trois supports peuvent tous contenir le système d'exploitation. C'est ça. Le premier support, on va dire quoi? Que c'est le disque dur, c'est ça? Le disque dur peut avoir assez d'espace pour pouvoir contenir le système d'exploitation.
On s'est dit quoi, le plus petit, le système d'exploitation, c'est au moins 4 gigas. Une clé USB peut contenir le système d'exploitation. Le système d'exploitation peut être sur un lecteur DVD si notre système informatique a un lecteur DVD. C'est ça? OK. Donc, on a déjà pris trois. On a pris disque dur, lecteur DVD ou clé USB, c'est ça? Donc, au préalable, dans le BIOS, par défaut, peut-être que qu'on appelle ici boot priority, c'est-à-dire priorité d'amorçage, si vous voulez. Donc, en tête de liste, on a le disque dur. Après le disque dur, on a quoi? Le DVD. Après le DVD, en troisième position vient la clé USB. On s'est dit quoi? Parce que la clé USB plus ou moins est externe, c'est un périphérique ici, c'est ça. Le disque dur, il est interne. Là, c'est vrai, le lecteur DVD, il est quand même rattaché à la carte mère, c'est ça? Donc, c'est vrai qu'on va insérer comment on appelle, un CD, mais toujours est-il qu'il est incorporé, il est dans le système là-bas, c'est ça? Donc, en troisième position, on va mettre le disque dur. OK. Ici, qu'est-ce qui se passe? Après vérification du matériel, après avoir initialisé le matériel, après vérification, on commence à chercher quoi? Un périphérique de démarrage. Donc ici, le premier périphérique sur lequel on va vérifier s'il y a un système d'exploitation, comme l'ordre l'indique dans le BIOS, ça sera précisément dans le disque dur. C'est sur le disque dur, c'est ça? OK. Il y a un système sur le disque dur, le bootloader, il est chargé dans la mémoire RAM et on passe la main au système d'exploitation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérification. Tout ce qui est matériel là s'arrête là et on vient sur le côté logiciel maintenant. Donc, le système d'exploitation est exécuté. J'ai dit quoi? Si on trouve le système d'exploitation sur le disque dur. Si jamais il n'y a pas de système d'exploitation sur le disque dur, on descend. On va où maintenant? La vérification va se faire où? Hein? Voilà. Oh non, nous, on avait déjà donné l'ordre ici. On avait dit que c'était 10 du DVD et puis clé USB. Pourquoi on a dit 10 du DVD, clé USB? Oui, c'est dans l'ordre qui vérifie, il ne saute pas. Si on ne trouve pas, on va dans le DVD. S'il y a une clé, s'il y a un système d'exploitation sur le DVD, on fait quoi? On l'exécute là-bas. S'il n'y en a pas, on passe sur la clé. Et s'il ne trouve pas de système d'exploitation sur la clé, qu'est-ce qui se passe? Il va mettre un message direct de type no boot device found, c'est ça, quelque chose comme ça, pour dire qu'il n'a pas trouvé de périphérique d'amorçage. C'est fini. OK. Donc ça c'est dans le cas express. Donc pour cela, si nous avons trois supports, de toutes les façons, pour voir le nombre de supports de disponibles, il faut forcément rentrer dans le BIOS. Parce qu'il y a des ordinateurs qui n'ont pas de lecteur. Donc, du coup, eux, ça sera quoi? Peut-être DVD, et qui n'ont pas de lecteur. Ça sera quoi? Disque dur et puis clé USB. Ou peut-être, je ne sais pas, souvent il y a d'autres qui ont des disques virtuels comme ça, que à partir de ces disques-là, on peut télécharger quelque chose. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est le cas express de façon normale. Donc, toujours dans le BIOS, on positionne le disque qui contient le système d'exploitation en priorité. C'est là qu'on parle de boot priority, c'est ça? Est-ce qu'on se comprend? OK. Donc, ici, je te donne un cas express maintenant. C'est-à-dire, on a un système d'exploitation. C'est-à-dire, on a une machine qui tourne sur un Windows 10 comme ça, c'est ça? Et maintenant, on veut changer le système. On veut installer un Windows 11 à partir d'une clé bootable. C'est-à-dire, on a préparé la clé, on veut installer le Windows 11 qui se trouve sur la clé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment? C'est tout. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer?
C'est dit, mais c'est pas bien dit. C'est pas ce que je vais entendre. Si c'est pas fait, si c'est pas fait, supposons qu'on met la clé. Puisque si on met la clé, il y a déjà un ordre. L'ordre là, l'ordre établi, comme je le dis, c'est toujours le 10 du. S'il y a un DVD, le DVD vient et puis le support, le périphérique qu'on a connecté là vient toujours en dernière position. À moins que nous, on le place en haut. Je parle bien du périphérique. Maintenant, si le périphérique que nous avons placé se trouve en troisième position et qu'on est sur une machine qui tourne déjà sur un système d'exploitation, c'est-à-dire un système qui est bon, si on veut installer de la sorte, qu'est-ce qui va se passer? Mhm. C'est tout ce que je voulais entendre. Donc, c'est comme si vous n'avez rien fait, puisque lui, il ne trie pas. On a dit quoi? Après initialisation et puis vérification, on cherche un périphérique d'amorçage. On n'a pas dit qu'on cherche le périphérique d'amorçage. On cherche un, peu importe, celui qui croise le premier, c'est lui qui l'exécute. C'est bon? Si vous avez déjà compris ça, c'est que vous pouvez installer Windows. Donc, et là, pour accéder au BIOS, chaque système, pour ne pas dire chaque fabricant a ses raccourcis. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas suivi le cours d'hier, sinon j'ai donné une ligne de code que vous pouvez exécuter. Une fois vous allumez la machine, vous mettez la ligne de code là. Quand vous redémarrez la machine, vous tombez directement sur le BIOS. Si on a un peu de temps, je vais vous donner la ligne de code là tout à l'heure. Ou bien, si vous ne connaissez pas ça, si vous connaissez pas ça, il y a des machines, quand vous prenez les HP comme ça, c'est quoi? Comment on appelle ça? À l'allumage, vous appuyez sur, comment on appelle ça? Les touches en général, c'est des échappes jusqu'à F12, c'est ça? Donc, vous cherchez, ou soit vous partez sur Internet pour voir votre fabricant. Quand vous prenez le nouveau comme ça, le nouveau, c'est échappe. HP aussi, vous pouvez, voilà, échappe. Donc, vous faites échappe, vous rentrez dans le BIOS et vous partez dans le réglage là, c'est ça, pour tomber sur les good priority. Et vous faites passer euh, votre clé, vous faites votre support qui contient le système d'exploitation que vous voulez exécuter là, vous le mettez en priorité. Donc, du coup, ça va démarrer là-bas. C'est ça? C'est la même chose comme vous pouvez avoir un Windows qui est déjà installé sur une clé. Ça, c'est comme on disait, ça, c'était le cas où on veut installer un système qui se trouve sur une clé bootable. Mais toujours est-il qu'on peut installer aussi comment on appelle ça, un système sur une clé. Voilà, on peut avoir une machine virtuelle sur une clé, c'est ça? Comme on peut lancer la machine virtuelle à partir de la clé, comme on peut avoir un autre système sur la clé, mais on démarre même le système sur la clé sans toucher à l'autre. C'est-à-dire quoi? Vous lancez, mais vous voulez que ça soit Windows 10 qui est sur la clé là, qui soit exécuté. Par contre, vous avez un Windows 8 sur votre clé. Donc, si vous mettez la clé là en priorité au démarrage là, ça va démarrer sur le système qui est sur la clé. Mais si vous retirez la clé, on retombe sur l'ancien système, c'est ça? Même si dans ce cas que vous avez déplacé votre disque dur à la troisième position, à la première position, vous avez mis une clé USB et la clé a été retirée. Donc, du coup, il n'y aura rien à la première position. À la deuxième position, c'est un DVD. Il vérifie, il n'y a pas de CD de lecteur il n'y a pas de CD dans le lecteur. Donc, il va aller quoi? Il va aller sur la troisième position où se trouve quoi? Votre système d'exploitation et il va l'exécuter là. Là-bas, tout simplement, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il va vérifier jusqu'au dernier disque. Donc, pour qu'il démarre vite, on met toujours le disque qui contient le système d'exploitation en première position. C'est tout ce qu'il faut comprendre. C'est tout? OK. Donc, c'était par rapport on était déjà à la troisième étape. Donc, voici les éventuelles erreurs, comme on l'a dit. Là, les piles sonores, il y a les erreurs qui s'affichent sur, comment on appelle ça, comme ça, comme ici, disk input, output, error, il y en a plein. Donc, les erreurs, en tout cas, le système va toujours s'arranger à vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. On peut avoir un système d'exploitation sur le disque, mais le système n'est pas exploitable. C'est-à-dire que le fichier peut être corrompu. C'est ça. Comme on peut avoir un système d'exploitation qui est bon, mais qui se trouve sur un disque qui est défectueux. Ça ne va pas marcher aussi. C'est ça? Voilà. OK. Donc, du coup, toutes ces erreurs-là, on les, on doit les avoir ici. Si jamais il y a des erreurs, c'est-à-dire qu'à partir de la deuxième étape ici, dans le poste là, les erreurs là seront là. Mais vous allez descendre jusqu'à ici. C'est quand vous allez essayer d'exécuter, on va vous dire que
ici, voilà les erreurs que nous avons rencontrées. C'est ça? Allô? Donc ici, tout à l'heure, on a parlé du BIOS, non? Il y a le BIOS et puis il y a le UEFI. Le BIOS, UEFI, c'est la même chose. Tout simplement, le BIOS, c'est l'ancienne version. C'est ça? Le UEFI, là, c'est la nouvelle version. La différence entre le BIOS et le UEFI, c'est que le BIOS, là, et le BIOS, il est ancien. Pour pouvoir faire les modifications que vous avez dit tout à l'heure, vous allez toujours utiliser quoi? Les touches de direction, c'est-à-dire flèche en haut, en bas, et puis les, les touches de raccourci comme F1, F2, F3 jusqu'à F12. C'est tout. C'est-à-dire là-bas, vous n'avez pas, ici, là-bas, vous ne pouvez pas, en fait, l'interface n'est pas facile d'accès ou facile d'utilisation comme dans le UEFI, tout simplement parce que dans le UEFI, on a accès à la souris. Est-ce que vous voyez? Vous avez la souris, vous cliquez sur des boutons, c'est la seule différence. Donc, c'est une nouvelle génération. Vous voyez là-bas que si vous devez changer, par exemple, le bout de priorité comme ça, là, en général, on utilise la touche F5 pour descendre et la touche F6 pour monter. Pour enregistrer nos informations, les modifications, on appuie sur la touche F10, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Entre-temps, sur le IFI, vous pouvez faire ça. Vous-même, vous prenez votre souris, vous cliquez où vous devez cliquer. Et puis, l'interface graphique est plus intéressante, vous voyez. Donc, c'est la seule différence. Maintenant, le BIOS, c'est pour les anciennes machines et l'IFI, c'est pour les machines de nouvelle génération. Donc, maintenant, c'est dans le BIOS. Vous voyez, après, nous sommes déjà, nous étions à la troisième partie, hein. Donc maintenant, après, c'est vérifié. S'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas d'erreur, d'accord? Mhm. 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 Voilà. Mhm. 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 Je comprends pas la question. Mhm. 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 Ce qui provoque ça, en général, il faut comprendre tout simplement. C'est-à-dire, ça intervient, ça vient en général avec les clés bootables que vous faites là, c'est ça? Voilà. Donc maintenant, si vous avez un disque, il faut connaître d'abord le disque là. Il a quel format, c'est ça? Jean, quand il parle de format ici, est-ce que la clé que vous préparez, avant de préparer la clé, mais c'est une erreur qui peut être corrigée. Je vous donne tout à l'heure comment il faut corriger. Donc, si vous ne connaissez pas votre disque, vous allez préparer une clé comme ça. C'est ça? Vous préparez une clé, vous allez mettre la clé, vous finissez de formater et on voit que peut-être que votre clé ne permet pas de voir le disque. C'est ça? Vous ne voyez pas le disque sur lequel vous devez installer votre système. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? En général, on appuie sur quoi? Shift F10 pour pouvoir ouvrir quoi? Le terminal. On ouvre le terminal, on fait les partitions des disques, c'est ça. On recherche. Quand on va faire 10 parts, liste 10, on va voir les disques et puis forcément, le disque va s'afficher là. On formate encore le disque pour ne pas dire on clean le disque et puis quand on revient, le disque va apparaître. Tout simplement, c'est ici, c'est une histoire concernant le MBRT, c'est-à-dire quoi, il n'y a pas, vous n'arrivez pas à voir le disque tout simplement cela est lié au type de disque que vous avez. Souvent, vous avez l'impression que c'est le disque qui est endommagé, mais seulement que le système que vous voulez, c'est-à-dire quoi, le système, puisque là, vous êtes encore dans le BIOS, hein, vous avez effacé.
le disque, en général, il n'intervient pas comme ça. C'est quand vous finissez de formater le disque. Ou bien souvent, vous voyez le disque, mais on vous dit que vous ne pouvez pas installer de système sur le disque là. Voilà. Voilà. Donc, quand c'est le cas, il faut formater le disque à partir du CMD, c'est à partir du terminal, c'est-à-dire on reste sur la page là, on appuie Shift F10, c'est ça? Toutes les machines. Shift F10, on fait la partition des disques. On, pourquoi on fait la partition des disques? Il faut voir d'abord que le disque est visible parce que le disque peut se cacher sur l'interface de quoi? Parce que l'interface d'installation ici, c'est comme si vous avez un mini logiciel qui est enregistré sur votre clé qui vous permet de voir encore le disque et tout ça. C'est ça. Maintenant, quand vous faites le Shift F10 là, vous rentrez directement, comme je le disais, on peut toujours attaquer un système d'exploitation de façon graphique ou à partir des lignes de code. Donc ici, comme l'interface graphique ne vous permet pas de sélectionner un disque et d'installer quelque chose dessus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer maintenant dans le bac, c'est-à-dire par l'arrière-porte, qui serait ici quoi? Quelle que soit la situation de la machine, on peut toujours accéder avec le CMD, avec le terminal. Si on ne peut pas accéder à quoi que ce soit à partir du terminal, c'est que la machine est foutue. Il n'y a plus rien on peut faire. Donc, c'est la petite porte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer par le terminal, c'est-à-dire le shell. Vous rentrez dans le disk c'est-à-dire vous voyez les partitions des disques pour voir forcément la partition qui peut supporter un système d'exploitation, en général, c'est celle qui sera plus grande. Donc, en général, quand je suis face à une situation comme ça, j'efface tout, comment on appelle ça? Je supprime tous les disques de sorte à ce que j'ai un seul disque. Parce qu'en général, on partitionne les disques là, 6 disques D, 10 C, 10 temps. Donc, je regroupe tout en un seul disque et puis je fais disque part, c'est-à-dire quoi? Shift F10, je tombe sur source là. En général, sur le terminal, ça va sortir comme ça, source. Vous dites que vous êtes dans le BIOS même, dans la machine même, et vous faites dispatch pour voir les partitions, les différents volumes de disques que vous avez. Et puis vous choisissez le disque, en général, il y aura un seul là-bas, vous le formatez. Quand vous le formatez, le disque va venir vous installer. Ça fait un. Souvent même, on ne voit même pas de disque. C'est la même procédure. Donc, voilà. Souvent, vous voyez le disque, vous ne pouvez pas installer dessus. Ou bien vous voyez le disque, vous ne pouvez pas le formater. C'est-à-dire, on clique dessus, ça ne réagit pas. Quelle que soit la situation, il faut formater le disque. Et pour pouvoir formater le disque, ne passant pas par l'interface graphique, il faut passer par l'invite de commande. C'est-à-dire, ici, l'invite, pour faire CMD, on fait CMD quand on est déjà sur le système d'exploitation. Tu es d'accord avec moi? Si on n'est pas sur le système d'exploitation, on n'est pas sur un système, on est dans le BIOS, il faut faire Shift F10. Vous faites Shift et puis vous appuyez F10. Il y a le terminal va sortir, mais là, vous ne voyez pas système 32. Vous voyez système 32 quand vous êtes déjà sur un système d'exploitation. Là, vous voyez source. Ça sort source. Donc, dans source, là, maintenant, vous êtes même dans la racine même du disque. C'est ça? Les seules commandes là-bas que vous pouvez faire, c'est d'accéder au disque. Il n'y a pas autre chose là-bas. C'est d'accéder au disque. Voilà. Donc, vous accédez au disque, vous le formatez. Et quand vous ressortez là, le disque va revenir. Seulement qu'il n'y aura plus de système dessus. Attention, mais toujours est-il que le petit noyau là, le MBR là, c'est comme si vous le rafraîchissez. Maintenant, il sera reconnaissable par votre clé maintenant et vous pouvez continuer votre installation. C'est ça. Maintenant, d'aucuns, pour éviter ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent, s'ils essayent de regarder l'ordinateur, ils savent que c'est une nouvelle génération. Quand ils vont faire les clés bootables, là, ils font une clé bootable avec UEFI. Donc, s'il a une clé UEFI et que c'est un ancien BIOS, ça ne va pas passer. Donc, s'il fait BIOS et que c'est UEFI aussi, il va bloquer. Donc, c'est cette méthode-là qu'il faut connaître. Quand ça ne coïncide pas, il faut toujours forcément rentrer dans le terminal là-bas, c'est ça, source, pour pouvoir faire ressortir, pour pouvoir formater le disque et puis y accéder, c'est ça? Voilà. Mhm. Merci. Le format, c'est ça? Oui, oui, parce que lors de la préparation de la clé, là, il y a des logiciels qui font les deux, qui font BIOS, qui donnent les différents types de disques même. Voilà, donc vous choisissez. Mais pour faire ça, il faut connaître le système. Est-ce que
Sans installer, vous pouvez savoir c'est quel type de disque vous avez. Voilà, donc souvent c'est quand on est bloqué, quand on va refaire encore la clé. C'est ça, non? Voilà, donc moi, pour éviter ça, quel que soit, j'ai fait ça. Je prends l'ancien système, que ce soit BIOS. Il sait qu'en général, c'est rare de croiser BIOS. Vous allez tout croiser les UEFI. Donc, quand j'ai ça, je fais Shift F10, je tombe sur le terminal, je cherche mes partitions de 10 avec la commande 10 part. J'ai fait 10 parts, je vois que je suis dans les partitions de 10, c'est ça. Et puis maintenant, j'ai fait volume. Voilà, j'ai fait liste disque pour lister les disques. Si j'ai pu lister que j'ai mis mon disque, c'est bon. Mais si vous faites 10 parts, s'il n'y a pas de partition de disque, on va vous dire qu'il n'y a pas de partition. Ça veut dire que le disque dur est foutu. Mais si vous avez pu faire 10 parts, et puis vous faites liste disque, il y a des listes, il y a une liste de disques. Il ne serait-ce qu'un seul disque, ça veut dire qu'il y a un disque sur lequel on peut écrire ou lire. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de le formater. C'est bon? Voilà. Donc maintenant, après la troisième et la quatrième partie, c'est le transfert de contrôle. Donc, une fois que les étapes précédentes sont terminées et que le système d'exploitation est chargé en toute sécurité en, dans la mémoire RAM, c'est-à-dire on parle ici du MBR, c'est ça? On a chargé le boot, ici, comme on le dit tantôt ici, on a chargé ici, dans le BIOS là, on a chargé, comment on appelle ça? Le système d'exploitation dans la mémoire RAM. C'est ça? Voilà, donc maintenant on peut procéder à l'exécution, c'est-à-dire au démarrage du système d'exploitation. Vous voyez que c'est seulement ici que nous avons accès au système d'exploitation. Maintenant, c'est comme si on a un fichier maintenant qu'on va ouvrir. Et c'est à partir après ici là maintenant que le système d'exploitation même rentre en ligne de compte. Sinon, jusque-là, tout ce qui s'est passé, c'était entre matériel. On est toujours à la partie où ça, on est toujours à la partie inférieure du système et de l'architecture d'un système d'exploitation. Donc, on est toujours, si tu veux, si on veut savoir, on est toujours dans l'architecture, on est toujours en bas dans le matériel. Donc, une fois on est ici, une fois on parle d'exécution, on parle d'exécutable, déjà, qu'est-ce qu'on exécute? On exécute un fichier, une application. Voilà. Donc, ici, on exécute. Donc, le système d'exploitation procède ensuite à l'exécution de toutes les routines. Ici, on parle de routines pour dire quoi? Si jamais dans le système d'exploitation, on a configuré de sorte à ce qu'on mette, comme on appelle ça, les identifiants, comme on appelle ça de façon, il y a mot de passe et tout ça. Donc, il vérifie. S'il n'y a pas tous ces trucs-là, on va directement sur le bureau. Donc, s'il y a des réglages qui ont été prédéfinis avant d'accéder au système d'exploitation. Donc, on procède à cette vérification. Ce qui sous-entend quoi? Que après l'exécution du système d'exploitation, on a déjà ouvert le système d'exploitation. C'est là qu'on vérifie s'il y a un mot de passe sur l'ordinateur. Voilà, c'est là qu'on vérifie que s'il y a plusieurs utilisateurs, s'il y a un administrateur et tout. Donc, c'est ce qu'on essaie de dire. Le système d'exploitation procède ensuite à l'exécution de toutes les routines de démarrage préconfigurées pour définir la configuration utilisateur ou exécuter des applications. Voilà. Parce que là, ça veut dire quoi? Il prépare. On peut avoir un système multi-utilisateur. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre. Donc, au démarrage, là, si on a déjà accès au système d'exploitation, donc il prépare tout. C'est-à-dire quoi, s'il y a 20 utilisateurs, il sait quel utilisateur a quel bureau. C'est ça? Quel utilisateur a besoin de mots de passe pour accéder à son bureau? Quel utilisateur a telle restriction sur tel fichier? Quel utilisateur peut faire quoi? Déjà, par défaut, on sait que l'administrateur peut tout faire. Les invités, comme par défaut, on sait qu'ils sont limités. D'ailleurs, même, ils ne peuvent même pas voir les fichiers de l'administrateur. Donc, c'est ici que tout cela est préparé. Donc, une fois on a le système d'exploitation, la première chose à vérifier, ce sont ces credentials-là, comme on le dit. Les credentials, c'est-à-dire que les accès, c'est ça? Les accès, qui peut faire quoi, qui ne peut pas faire quoi, qui a besoin d'un mot de passe pour accéder à quoi que ce soit. Donc, tout cela est mis en place. Et à la fin du transfert de contrôle, ouais, on parle de transfert de contrôle. Et à la fin du transfert de contrôle, ici, le transfert de contrôle, c'est-à-dire quoi? On quitte la partie matérielle pour venir à la partie quoi? Oui, précisément, précisément.
matériel, on quitte la partie matérielle pour venir à la partie logicielle, c'est ça. Donc, on a fini tout ce qui est physique, on est dans le concret, dans le logiciel maintenant. Et à la fin du transfert de contrôle, l'ordinateur est prêt à être utilisé. En général, cela se traduit par un écran de démarrage de l'OS, c'est-à-dire du operating system ou du texte qui défile pendant que les services et le processus de démarrage se chargent et s'initialisent. Puis cela se termine par l'interface utilisateur. Donc, on est où maintenant? Donc, on est où maintenant? On est où? Non, non, non. Quand on parle de l'architecture d'un système informatique, on est où maintenant? On est sur l'interface, la partie supérieure. Donc, vous voyez ici que comment on appelle ça? De la partie inférieure, on est parti à la partie, on est allé où ça? La partie supérieure. Mais ici, on a parlé légèrement de la partie centrale. Quoi? On a dit de l'exécution. Mais ici même, c'est même pas le système d'exploitation qui s'exécute lui-même. Vous êtes d'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut comprendre? La partie centrale, là, la partie centrale, c'est l'utilisation même du système d'exploitation. Parce que ici, est-ce qu'on peut parler du système de fichiers? Est-ce que ici, on peut parler de sauvegarder des dossiers ou bien exécuter une application? On parle de tout ça lorsque on a l'application lui-même, c'est-à-dire l'application de base. Donc, du coup, ici, on quitte là, on est en bas, c'est ça, on vérifie le matériel, tout le matériel est bon, on charge le petit logiciel là, c'est-à-dire la petite partie du système d'exploitation. C'est quand lui s'ouvre maintenant, quand on fait le transfert, c'est ça, c'est quand on fait le transfert que maintenant, c'est après le transfert qu'on peut utiliser, c'est-à-dire qu'on retombe dans la partie centrale. Par exemple, la partie centrale, c'est quoi? C'est la gestion des fichiers, c'est la gestion des actions, des accès, comment on appelle ça? Les accès, les systèmes de gestion des fichiers et ainsi de suite. Donc, c'est tous ces trucs-là qui sont dans la partie centrale. Donc, la partie centrale, c'est le noyau même du système d'exploitation, c'est ça? C'est vrai que ici, à l'exécution, on y accède juste pour exécuter. On ne fait rien d'autre là-bas. C'est comme si vous prenez une application, c'est vrai, avant d'utiliser l'application ou bien avant de voir l'interface de l'application, il faut l'exécuter. Voilà, donc ici, c'est la partie là, le transfert, c'est juste l'exécution du système. Mais l'utilisation proprement dit, c'est fait au niveau de la partie supérieure. C'est ça? Et donc, c'est en utilisant de la partie supérieure maintenant, l'utilisation de la partie supérieure nous ramène encore dans la partie centrale. Parce que si on veut exécuter une application, c'est le système d'exploitation qui gère l'exécution de l'application. Donc, du coup, on retombe dans la partie centrale de l'architecture d'un système d'exploitation. Si on veut enregistrer un fichier aussi, si on crée un dossier on veut l'enregistrer, qu'est-ce qu'il faut faire? On utilise le système de gestion des fichiers qui lui-même est géré par le système d'exploitation, donc on est dans la partie centrale. C'est ça? Donc la partie centrale, c'est le noyau, c'est là même que tout se passe. C'est ça? Donc la partie supérieure nous permet d'utiliser le système d'exploitation. La partie inférieure contient le système d'exploitation lui-même. C'est ça? La partie down là, le support, la matériel là, lui contient le système d'exploitation. C'est là qu'il est enregistré, c'est là qu'il est posé. C'est ça? Et la partie centrale, c'est l'utilisation du dit système même. Et pour pouvoir l'utiliser, comme l'être humain ne peut pas aller utiliser les ressources de la machine avec sa main, il utilise des applications, il utilise des interfaces graphiques, c'est ça? Voilà. OK. Donc, ça, c'était déjà la troisième séance. Donc, si tout se passe bien, c'est sur cette page-là, on tombe. Maintenant, pour que cela s'affiche, c'est de là qu'on parle de routine. Ici, on dit quoi? Le système d'exploitation procède ensuite à l'exécution de toutes les routines de démarrage préconfigurées. C'est ça? Ça, là, c'est préconfiguré. C'est à l'installation qu'on définit le nom du propriétaire, s'il y a un mot de passe et tout ça. Si on ne met rien par défaut, on passe cela et on tombe directement ici. C'est ça? Ça, c'est déjà compris. Voilà. OK. Donc, après ça, ici, donc, le troisième, attends, l'autre séance, c'est carrément, on va dire quoi, là, on tombe directement dans euh, la partie centrale du système
d'application. C'est ça? Tout ce qui est ici, on parle pas trop du matériel ici, c'est ça? On parle pas trop d'interface graphique ici, au fait, interface homme-machine. Ici, on parle plutôt de la partie centrale. La partie centrale, on avait dit quoi? Que c'était quoi? C'était tout ce qui avait trait à quoi? C'est ça, c'était quoi? La gestion, je reviens dessus pour que vous voyez. La partie centrale, au centre, on trouve une ou plusieurs couches qui contiennent les composants principaux du système d'exploitation, tels que la gestion des fichiers, la gestion des systèmes de fichiers, du réseau, la gestion des mémoires, les pilotes, les ordonnanceurs. Ça, vous savez déjà, tout ça, c'est qu'on a. Si vous regardez, comme on appelle ça, les registres et tout ça, le CPU et tout, c'est ça, le gestionnaire d'interruption. Donc, tout ça, ça c'est de l'exécutif, si vous voulez. Tout ça, là, c'est exécution. Du moins, ça, c'est des process qu'on exécute ici. Donc, tout ça, c'est tout ce qui serait exécutable. Modification, enregistrement, tout et tout. Donc, c'est ici, la partie centrale. Donc, la troisième partie va parler de ça, là. C'est ça? Allô? OK. Donc, c'est de là qu'on est tombé pour parler des systèmes de. On a parlé d'abord de, comment on appelle ça? Ici, on a parlé de système de fichiers. On a parlé des partitions. Déjà ici, tout à l'heure, on parlait des partitions, c'est ça? Quand on a des difficultés pour installer le système d'exploitation, il fallait répartir sur les partitions pour pouvoir formater la partition pour que le disque réapparaisse. C'est la même chose, hein. Souvent, vous prenez une nouvelle clé. C'est vrai qu'il y a de l'espace dessus, mais vous ne pouvez pas enregistrer des informations dessus. Pourquoi il demande à ce que vous formatez? Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que mhm, souvent, non, il y a deux cas. Merci. Tout simplement, c'est de tout ça qu'on va parler. Tout simplement parce que le système de fichiers, peut-être qu'il a pris là-bas, puisque votre système d'exploitation ne sait pas où il est classé, il ne connaît pas le système de fichiers qui est dessus. Donc, tout ce que lui veut que tu formates. En le formatant, lui, le système de fichiers qui va venir, du moins le système de fichiers qui va lui donner, c'est un système de fichiers que lui connaît. Tout à l'heure, on a dit que le système de fichiers, c'est de l'organisation des fichiers. Comment est-ce que les fichiers sont enregistrés de façon arborescente, c'est ça? Sur un disque dur, sur un support. Donc, lui, si lui, il ne sait pas comment est-ce que la clé fonctionne, il ne sait pas si c'est un FAT32 ou c'est, comment on appelle ça, comment on appelle ça, il ne sait pas si c'est FAT32 ou bien c'est NTFS, tu vois. Il ne connaît pas le système de fichiers. Donc, lui, il va te demander de formater ça. Et quand tu formates, si c'est sur le système d'exploitation que tu as formaté. Donc, quand tu formates sur le système d'exploitation, là, lui, il peut te donner la possibilité de formater sous quoi? Sous un format. Ici, quand vous prenez un fichier, c'est ça, on va dire formater sous F32, FAT32 ou NTFS. Donc, lui, il sait que c'est les deux systèmes de fichiers que lui connaît. Peut-être que vous avez pris une clé, que vous êtes parti faire une installation dessus sur un système Linux là-bas. Et lui, il a injecté un système de fichiers que Windows ne connaît pas. Mais dès que vous mettez la clé sur Windows, soit il ne lit pas, mais s'il lit, il va te dire de formater. C'est comme s'il ramène dans le langage que moi je comprends. Voilà. Donc, en formatant, lui, il impose maintenant son langage. Donc, s'il impose son langage, il va lui imposer sa structure d'enregistrement des fichiers, puisque tout ce que Windows sait, c'est que quand tu mets une clé, c'est pour deux choses. Soit c'est pour la lecture, soit c'est pour quoi? L'écriture. Donc, ici, pour la lecture comme pour l'écriture, lui, il a besoin de connaître le système du fichier de votre support. C'est ça? Donc, lui, il t'impose un support, un système maintenant que lui il connaît et puis c'est fini, tu formates, ça va prendre ça. Donc, du coup, les gens, pour éviter ça, quand ils prennent des clés fraîches là, fraîchement, ils achètent des clés fraîchement, ils formatent en même temps. C'est-à-dire quoi? Ils formatent pourquoi il formate directement sur le système qu'il est en train d'utiliser pour le mettre dans le même bain que le système d'exploitation en question. Donc, il éviterait tout désagrément. Vous prenez une nouvelle clé, c'est la première fois que vous voulez installer des informations dessus.
il est recommandé de formater. Parce que si vous ne formatez pas, que vous essayez d'ouvrir, que ça ne s'ouvre pas, ou bien que vous lancez des informations dedans, vous pouvez croire que les informations sont enregistrées. Vous allez mettre cette clé-là sur une autre machine et puis vous voyez que les informations ne sont pas là. Donc, ça peut vous jouer un sale tour. Mais une chose est sûre, quand vous n'avez pas d'informations sur la clé, vous la formatez sur un système donné. Quand vous enregistrez des informations sur le même système ou que vous allez partir sur un système, il n'y a pas de problème. C'est ça. Ou du moins, quand la clé rencontre un problème, quand vous venez mettre, soit il ne lit rien, parce que s'il ne lit rien, ça veut dire que le petit programme même qui permet à la clé d'être exécutée a été corrompu. Donc, du coup, le système d'exploitation même ne le reconnaît même pas d'abord, à plus forte raison de faire une lecture ou écriture. Donc là, on vous dit que vous ne voyez même pas la clé. Et ça, voilà. Mais il arrive des fois aussi que vous ne voyez pas la clé, ce n'est pas parce que la clé n'est pas bonne. C'est ce que j'ai essayé de faire avant-hier dans la vidéo là. Souvent, à chaque fois que vous associez, c'est-à-dire vous connectez un périphérique comme une clé USB à un système informatique comme ça, un ordinateur, l'ordinateur lui assigne, comment on appelle ça, une lettre. C'est-à-dire, vous voyez toujours 10C, après 10C, la clé qui est là, c'est ça? La clé là, à la clé, vous voyez la clé là, on a donné la lettre E. Ça ne veut pas dire que la lettre E là serait toujours la lettre E sur ma clé. Tout simplement, il m'a donné E parce que C est déjà occupé, D est déjà occupé, donc il me donne E. Comme il pourrait me donner une autre lettre, c'est ça? Mais si jamais ma clé, sur ma clé, j'ai déjà formaté, j'ai mis ma clé, puisque en formatant, je peux assigner à partir des lignes de commande, même à partir de l'interface graphique, je peux assigner une lettre à ma clé. Si jamais j'assigne une lettre à ma clé et que c'est la lettre E. Maintenant, il y a la lettre E qui est déjà occupée ici. Il est fort probable que quand je vais mettre la clé, si si mon système d'exploitation ne réussit pas à donner une autre lettre à ma clé, la clé ne va pas s'afficher. Je mets la clé, ça va bien faire le bruit pour dire que la clé a été connectée, mais je ne verrai pas la clé sur le disque. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore partir sur le CMD, comme je l'ai dit. C'est là seulement que vous pouvez voir votre disque volume. Donc, vous partez sur le CMD. Peut-être qu'on va faire une petite démonstration pour ça. Peut-être que vous partez comme ça sur le CMD, vous ouvrez, vous ne voyez pas votre clé. C'est vous ne le voyez pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas connecté ici. Je vais peut-être comme ça exécuter en tant que truc. Donc là, espérons qu'il va s'ouvrir. OK. Donc, peut-être on a un cas de figure comme ça. Bon, la clé elle est là, je ne vois pas la clé. Souvent, ça arrive surtout avec les disques durs là. Vous branchez le disque dur, mais ça ne s'affiche pas ici. Il n'y a pas mille solutions. En général, à 90%, c'est que la lettre qui est attribuée au disque là est déjà sur le système. Donc, si le système ne réussit pas à assigner une autre lettre au disque, le disque ne va pas s'afficher, puisque la lettre qui est sur le disque est déjà truc. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je le disais, il faut toujours voir les différentes partitions des disques. Ça, c'est très important. Disque part, c'est ça? Donc ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Disque part, c'est ça? Voilà. Donc, on attend s'il y a des partitions. Voilà. Vous voyez où nous sommes. On est sur Diskpad. Ici, tous les disques qui sont sur la machine, je peux les lister ici. Je vais comme ça, liste disque. Si je ne vois pas un disque ici, c'est qu'il n'est pas sur la machine. Tu vois, ici, il y a combien de disques? J'ai le disque dur et puis ici, il y a deux disques, c'est ça? J'ai le disque dur et puis j'ai la clé USB. C'est ça? Mais ça, c'est les disques. Voilà. Ça, c'est les 10. Maintenant, pour bien faire, pour mieux voir encore, je pense que la commande là est plus appropriée. Liste volume, c'est-à-dire ici aussi les petits périphériques, les trucs là, on peut les appeler les volumes. Voilà, vous voyez, quand il fait liste volume, j'ai beaucoup plus de trucs. Là, il me prend tous les petits disques là. Tu vois, le disque C, le disque D, tout. Parce que ici, le disque volume là, ici dans le disque 0, il y a tout. C'est-à-dire quoi? Ce disque-là qui est là, il y a lui là, qui est le disque C, il y a le disque D et tout ça. Mais quand il fait liste volume, il me donne toutes les partitions. Non seulement il me donne les partitions, il me donne encore quoi? FS, ça veut dire quoi? C'est le système de fichiers, file system. Donc ici, il me dit que mon disque 0, c'est sur FAT32. Mon disque 1, c'est NTFS. Mon disque 2, il dit que c'est un disque RAW. Sûrement, le disque RAW ici, ça doit être le disque de récupération, c'est ça?
Et puis maintenant, il y a un autre disque 3 qui est FAT32, qui est disque système. Ici, c'est, voilà ça, vous voyez système. Ici, il a mis quoi? Le NTFS, il a dit quoi? C'est disque de démarrage. Donc, ici, le disque système pour la récupération. C'est ça? Et puis, il y a un disque NTFS qui, il y a un disque ici qui dit qu'il est, il est masqué. Maintenant, moi, je sais que le disque amovible, c'est ce qu'on peut retirer. Donc, ça, c'est mon disque. Voilà, c'est mon disque, la clé USB. Ici, c'est quoi? Ça, voilà les attributs. Ici, ce sont les différentes lettres. Il me dit que le disque, il y a un disque D et il y a un disque C qui est là. Le disque C, c'est le disque de démarrage, c'est ça? Et il y a un disque E. Quand moi, vous voyez bien ici la lettre E, ici, là. Regardez le curseur ici. Voilà, donc ça c'est ma clé USB. Supposons j'ai mis la clé que je ne vois pas. Je ne vois pas la clé ici. Puisque moi, pour pouvoir utiliser ma clé à l'interface, sur l'interface graphique, je vais où? Je vais ici dans PC, c'est ça, non? Dans PC, et puis quelque chose comme ça, et je vois le disque. Mais je peux brancher le disque, je ne le vois pas. Je viens ici. Voilà, il ne s'affiche pas là. C'est le cas, ça arrive souvent. Ah, il y a un téléphone aussi qui est branché, que peut-être que c'est lui qui l'a masqué. Pourquoi il a masqué le téléphone? Peut-être parce que quand j'ai branché le téléphone, je n'ai pas appuyé sur le bouton. Voilà, c'est ça. Donc, les autorisations, comme on parlait d'accès tout à l'heure. Donc, tu vois que tout ça, ce sont des disques aussi. Donc, il a considéré ça comme masqué. Supposons que je mets ce disque-là, je ne le vois pas. La seule chose que je peux faire, c'est de venir ici. J'ai listé les disques, non? Donc, je sélectionne, tout fait, on sélectionne le disque, select, volume. On va mettre le numéro du volume, c'est ça? C'est volume quoi? Volume 5, non? Donc, je fais volume 5. OK. Vous voyez, il me dit maintenant que le volume 5 est sélectionné. Donc, supposons, je veux changer, je veux assigner une autre lettre à mon disque comme ça. Je fais assign. Ici, il a mis quoi? Letter. Donc, je peux abréger ça comme ça, LTR. Je sais que LTR, c'est l'état. L'état égal, je vais mettre égal à Z comme ça. Mais il faut prendre une lettre qui n'est déjà pas là. Je vois ici que C est occupé, D est occupé. Si j'essaie de mettre une de ces lettres-là, ça ne va pas passer. Donc, je mets comme ça C. Et j'ai mis quoi? Z, non? Donc, en principe, si je mets ça, j'essaie de regarder les lettres qui ne sont pas là. Puisque moi, je ne retrouve pas mon disque. Je mets ça pour que vous voyez, c'est ça? Voilà, donc je suis là. Vous allez voir que en principe, la lettre va changer parce que c'est moi qui ai demandé à ce qu'on change. Donc, supposons mon disque ne s'affiche pas, je l'ai sélectionné et je lui ai assigné, là, c'est pas bien écrit, assign. Donc, je l'ai assigné la lettre Z. Donc, je fais comme ça, en principe, ici, là, va changer. C'est devenu Z, c'est bon? Et voilà. Donc, si jamais le périphérique ne s'affiche pas, si vous faites ça, s'il n'est pas défectueux, il va s'afficher. S'il y a un conflit concernant la lettre assignée, parce que souvent le système est occupé, vous mettez un disque, le disque est là, ça sonne, mais vous ne voyez rien. C'est ici aussi qu'on peut formater le disque. Souvent aussi, vous voyez le disque, il est là, c'est ça, mais vous n'arrivez pas à enregistrer des informations dessus. C'est-à-dire que vous venez ici, vous faites le formatage ici, il faut dire que le terminal il est plus puissant que l'interface graphique. Ça, je ne peux pas vous mentir. Parce que vous êtes ici, vous faites quoi? Vous venez ici, en général, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez le système de fichiers ici, c'est FAT32, c'est ça? Vous venez ici, vous pouvez peut-être formater ce disque-là. Ici, souvent, vous formatez, mais ça se forme. On vient ici formater, c'est ça? On formate. Vous avez vu le système, on dit le système par défaut, c'est 32. Peut-être que si moi, je vais mettre, vous avez vu ça, je peux mettre ça en F temps. Ça dépend de ce que je veux. Ça dépend de ce que je vais aller faire avec ma clé. Donc, je formate je choisis le système de fichiers que je veux et puis je formate. Souvent, ici, vous formatez ici, vous cliquez là, on dit que Windows n'arrive pas à formater votre clé, c'est ça? OK. Donc, vous venez ici, vous faites la même procédure, vous sélectionnez le disque que vous voulez formater. Et puis, ici même là, vous pouvez voir un peu plus de fonctionnalités. Vous faites comme ça, help. Vous avez toutes ces fonctionnalités-là sont là. Tu as vu remove, tu as vu ici remove, scan, repair. Donc, vous regardez tout ce que vous pouvez. Voilà, create, convert, tout ça. Assign que je viens d'utiliser. Add, active. Donc, ici, on est dans le 10. Voilà toutes les commandes qui peuvent être effectuées ici. Donc, ici, je pense que si on fait clean,
je sélectionne, il faut toujours sélectionner le disque, c'est ça, puisqu'on est dans la partition des disques, c'est ça, on n'a pas dit qu'on est sur le volume 1, donc on fait select volume, c'est ça, le volume 5, il va nous dire qu'on a choisi le volume 5, il faut toujours faire ça. Et puis maintenant, vous écrivez ce que vous avez à faire. Si vous devez le clean comme ça, vous regardez, vous faites ça, vous pouvez formater lentement, parce qu'il y a deux types de formatage. On peut formater lentement, on peut formater de façon rapide, comme les scans là. Voilà, ouais. Et puis vous faites ça, ça va passer ici. Si vous avez fait ici que il n'arrive pas à formater, c'est que il y a un autre souci. En général, tout ce qui n'est pas visible sur l'interface graphique peut être vu ici et peut être manipulé ici aussi. Ah, donc pour la commande que j'avais donnée parce qu'en général, il est presque l'heure. Je sais que vous avez le fichier, vous allez lire. La commande que j'avais donnée, souvent, ok, je donne ça ici comme ça. Si je donne la commande là, vous mettez n'importe où, hein, c'est pas forcément ici. Non, ici, sachez que tout ce qui est là, c'est tout ce qui concerne les partitions. Vous savez ce qu'on appelle une partition, non? Voilà. Donc, si vous venez ici, ça veut dire que vous êtes sur les partitions. Ici, vous n'avez pas besoin de faire comment on appelle ça, dire les trucs comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire ce genre de trucs là ici. Là-bas, c'est encore mieux comme si vous êtes sur les C, c'est-à-dire quoi, vous êtes sur les fichiers, comment on appelle ça, les dossiers de Windows. Ici, on est sur une partition. C'est comme si actuellement nous sommes là. Ici, sur l'interface graphique, on est là. On est là, on est là, on est là. On est sur ça, sur disque. On est sur les disques, les partitions des disques. Donc, si vous avez des commandes à exécuter, c'est pas ici. Soit vous les exécutez ici sur le C ou sur les fichiers concernant le système 32 là. C'est ça? Voilà, donc vous partez sur le système 32 pour effectuer vos ordres. Ici, ça c'est concernant les partitions seulement. Donc, allô? Non, pour faire quoi? Pour faire le disque là? Non, ce que je vais vous dire, si vous entreprenez quoi que ce soit, si vous devez interagir avec votre système d'exploitation, lancez toujours l'application en tant qu'administrateur. Vous êtes sous couverture de tout. C'est ça? Parce que si vous n'exécutez pas, il y a des commandes que vous pouvez lancer, ça va vous dire. Mais il y a des commandes que vous allez lancer, on va vous dire de vous connecter en tant qu'administrateur. Alors que si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, vous n'avez plus, vous avez tous les droits sur la machine. C'est comme si vous vous connectez comme ça. Ici, c'est comme celui qui se connecte en tant qu'administrateur, il a droit à tout sur la machine. Et celui qui se connecte comme invité. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela qu'on appelle la commande invite de commande. Mais ici, il met quoi? Invite de commande, mais je suis administrateur. Mais il y a l'invite de commande comme invité. Donc, vous êtes limité. OK. Donc, ici, la commande pour aller plus vite, la commande que vous pouvez exécuter. Supposons, vous devez installer le système, c'est ça? Et puis, vous ne connaissez pas, peut-être, comment on appelle ça, la touche qui vous permet de rentrer dans le BIOS. Vous ouvrez le système. Souvent, le système, il est utilisable, c'est ça. Mais seulement que vous voulez changer le système. Si c'est le cas, vous faites comme ça. Parce que si ce n'est pas le cas, que disque, le système est déjà dépourvu de disques, tout ça, là, il faut que vous cherchiez les touches là exactement pour pouvoir entrer dans le BIOS. Je me fais comprendre, non? Voilà, donc si c'est le cas qu'il y a possibilité d'ouvrir le terminal, là, vous faites shutdown qui veut dire éteindre, c'est ça? Shutdown, vous pouvez prendre la commande slash R espace slash, c'est ça, FW pour Windows Close, F, file, et puis T. Ici, vous mettez 0 pour dire que vous voulez que ça soit immédiatement. C'est dit quoi? Je dis quoi? J'éteins la machine, c'est ça, regardez. J'éteins la machine. Au redémarrage, je veux accéder au BIOS avec à 0 millisecondes. C'est-à-dire que dès que je redémarre la machine, je vais tomber dans le BIOS. C'est ce que la commande m'avait dit. Sinon, si on enlève tout le reste là, c'est-à-dire qu'on enlève tout ça, on fait shutdown et puis slash T,
Ça, c'est juste pour éteindre la machine. Mais moi, je veux que si j'éteins au redémarrage, que je tombe sur le BIOS. Parce que mon objectif, c'est pas d'éteindre la machine, mais c'est de tomber dans le BIOS au redémarrage. Donc, si vous faites cette ligne de commande, si j'ai fait ça tout à l'heure, si j'ai fait entrer, quand ils vont redémarrer la machine, là, forcément, ça va aller d'abord sur le BIOS. C'est ça? C'est ça? Voilà, c'est la même chose ici aussi. Si vous avez déjà pris la commande, voilà, c'est la même chose ici aussi comme les commandes de scan là, c'est la même chose. Même si vous lancez, vous scannez peut-être, vous scannez votre disque pour voir si le disque il est défectueux. En général, même au redémarrage, il va vérifier encore l'intégrité de votre disque pour dire que euh, quelque chose comme ça. Il va scanner jusqu'à 100%. Il va analyser le disque, il va scanner. Mais quand vous allez redémarrer, vous allez voir, quand vous allez redémarrer la machine, vous allumez la machine pour une autre fois, il va vous faire la même chose. Il va défiler ici pour dire qu'il est en train de vérifier le disque. Ici, il est en train de vérifier s'il y a des virus ou bien si le disque est défectueux quelque part, il peut vous dire ça. C'est la même chose comme vous pouvez faire check disque. C'est-à-dire, je pense que comme vous allez voir l'autre vidéo, là, si on vous envoie ça, j'ai fait beaucoup de commandes là-bas qui vont vous permettre de voir tout ce truc-là. Les- Voilà, il faut demander à ce qu'on vous envoie les autres vidéos là. Donc, j'ai déjà aussi envoyé le support avec la présentation comme ça. Si vous lisez, vous allez mieux comprendre beaucoup de choses. Donc, j'espère que pour tout ce qui est chemin d'accès et tout ça, vous connaissez les PAF là. Ça, on a déjà parlé de ça. On a dit qu'il y avait le chemin absolu et puis il y a le chemin relatif, tout ça. Vous savez ce qu'on appelle chemin absolu, relatif, et ainsi de suite. Je sais que si vous avez déjà fait du HTML, si vous programmez, vous savez ce qu'on appelle chemin absolu ou chemin relatif. Donc, voilà, tout ça, c'est l'arborescence, non? Voilà. Donc, ici, pour, pour conclure, il faut dire que le système de fichiers, voilà, peut-être que c'est sur ça qu'on va faire truc. Donc, le système de fichiers, un système de fichiers définit l'organisation d'un disque ou partition d'un disque. C'est-à-dire, ici, l'organisation, c'est quoi? C'est comment est-ce que les fichiers sont enregistrés sur un disque. Et chaque disque, comme on l'a vu tout à l'heure, chaque disque a son système de fichiers. La petite clé que j'ai ouverte tout à l'heure, son système de fichiers, c'était FAT32. C'est ça? C'est ça? Voilà. Et encore, mon disque dur, il était NTFS. C'est ça? FAT32, MTS. Donc, tout ça, les deux premiers, un, deux, tous ceux-là, ce sont des systèmes de fichiers. Lui, lui et lui aussi, ils sont les systèmes de fichiers de Windows. X, il est Linux. Il y a X2, X3, ça c'est Unix, Linux. Lui là aussi, il est Windows. Donc, il y a les systèmes de fichiers qui sont chaque système d'exploitation a son système de fichiers. Donc ici, c'est ça le système de fichiers. Donc, le système de fichiers, on parle des fichiers. Le fichier, de façon générale, il est caractérisé par ses métadonnées, comme il est déjà l'heure. Le système de fichiers est caractérisé par ses métadonnées, c'est-à-dire quoi? Il y a d'abord le nom du fichier, c'est ça? L'emplacement du fichier, la date de modification du fichier, la date de création du fichier, la capacité, c'est-à-dire en termes d'octets, c'est-à-dire la taille du fichier. Donc, c'est toutes ces informations-là qui caractérisent un fichier. Donc, un fichier, ce n'est rien d'autre qu'une suite d'octets portant un nom conservé sur un disque. Donc, c'est un ensemble de données, pour ne pas dire des données ici, qui sont enregistrées sur un support, c'est tout. Maintenant, la façon dont le fichier est enregistré, ou du moins le système qui s'occupe de l'enregistrement du fichier ou de sa manipulation et tout ça est appelé système de gestion des fichiers. C'est tout. Donc l'arborescence, si un fichier est enregistré sur un disque dur, comment il faut y accéder, comment il faut enregistrer un fichier dans tel endroit, c'est le système de gestion des fichiers qui gère ça. C'est tout. Le fichier en soi, il y a quelque chose de très important aussi que j'ai oublié dans les métadonnées là. Il y a aussi l'extension du fichier, c'est ça? L'extension, c'est ce qui nous permet de connaître le contenu du fichier. Quand vous voyez un fichier, il y a le nom qui est là, Word. Mon cours.pdf, on sait que c'est un document PDF, c'est ça? Donc, le suffixe là permet de savoir
C'est quel type de données. Si on a un fichier, le nom d'un fichier qui c'est. Ici, on appelle tout fichier, même un programme, c'est un fichier. C'est ça. Une application, c'est de l'exécutable, donc c'est un fichier aussi. Donc, si un fichier se termine par EXE, on sait que c'est un fichier exécutable sous Windows, c'est ça? Voilà, mais peut-être pas sur les autres systèmes d'exploitation. Peut-être les autres systèmes d'exploitation n'ont pas cette extension ou du moins ils ont une autre extension. C'est ça? Donc, je sais bien que si vous lisez le cours et puis vous essayez de revoir les vidéos là, vous allez euh, trouver sûrement des questions, les différentes questions. Je suis là. Les différentes questions, je suis ouvert. Vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler à tout moment. C'est déjà la dernière séance. Donc, allô? Ok, donc sur ce, nous allons nous dire au revoir. Bonne lecture. Donc, demandez comment on appelle ça, les supports. J'ai envoyé les supports et tout et tout. Voilà. Surtout, en tout cas, essayez bien d'utiliser le terminal. Ça va vraiment vous sortir d'affaire parce que souvent, quand on n'a pas la main sur l'interface graphique, la seule porte d'entrée pour un informaticien dans un système, ça serait quoi? Le LC, c'est-à-dire le command line. Lui, il est infaillible. Si on ne peut pas accéder à ça, c'est que c'est fini. Donc, donc le langage là, c'est le langage, le command line, c'est la ligne de commande là. Donc, il faut apprendre ce langage-là. C'est vrai que ce Linux, c'est pas la même chose que sur Windows. Donc, il faut apprendre un peu sur Linux, peut-être apprendre un peu beaucoup plus sur Windows, puisque nous, on utilise beaucoup plus Windows. Donc, les LS, les quoi, c'est d'autres significations chez Linux. Donc, vous apprenez le langage shell, on appelle ça le langage shell, vous apprenez ça, et puis c'est bon. Ok. Donc, que ça soit pour le réseau, tout ce qu'on a fait ici, ça concerne vraiment le système d'exploitation. Mais on peut faire les mêmes. Ah, si vous voyez les vidéos, j'ai fait des trucs sur le réseau, j'ai fait des trucs sur les infosystèmes, tout ça. J'ai fait plein de trucs pour avoir beaucoup plus d'informations, que ce soit les reportages sur l'état de la batterie et tout. Plein. Quand vous allez voir la vidéo, en tout cas, il y a des commandes, il y a des lignes de commandes que j'ai exécutées là-bas qui peuvent être vraiment intéressantes. Donc, merci bien et bonne soirée à vous. Donc, bonne soirée. Merci. Merci.